Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue Tujimoun. Ce 1er février 2025, nous avons célébré le 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à l'île Maurice. 190 ans lit beaucoup, et pourtant. C'est un sujet qui, pendant très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui encore, paraît assez tabou dans Maurice. Il y a beaucoup de recherches historiques qui sont faites ces dernières années, heureusement, mais nous réalisons qu'il reste tout pour faire, qu'il reste tout pour fouiller encore à propos de sa partie de nos histoires-là. Les descendants d'esclavés, de plus en plus, je peux prendre la parole. Pendant longtemps, ça a été un sujet tabou à l'île Maurice de dire « je suis descendant d'esclavés » parce qu'il y avait une part de honte attachée à cette mémoire. Les choses évoluent, heureusement. À l'étranger, en Grande-Bretagne par exemple, il y a de plus en plus de familles descendantes d'esclavagistes qui se confrontent à cette partie de leur histoire, qui font des recherches et qui publient des ouvrages où elles racontent leur part de cette histoire. Nous n'en sommes pas encore là à l'île Maurice. Clairement, c'est une conversation qui ne s'est pas encore engagée parce que cela prend du temps probablement. Et ce soir, nous avons le privilège et la joie d'accueillir à la fois des descendants d'esclavés et des descendants d'esclavagistes à l'île Maurice pour instaurer une conversation qui, nous l'espérons, débouchera sur d'autres rencontres et d'autres discussions qui pourront asseoir davantage notre construction commune de notre pays. Alors, je vais vous présenter les invités qui sont avec nous ce soir et qui ont accepté d'engager pour la première fois cette conversation. Je m'appelle Angélique Delahogue. Mon nom de naissance, c'est Lagesse. Déjà, je voudrais te remercier, Shénaz, de me donner cette opportunité de partager des éléments de mon histoire dans cet espace de parole qui est unique et de pouvoir échanger avec comme tu disais, donc des descendants d'esclavés. Parce que clairement, mes ancêtres étaient esclavagistes et je pense qu'on aura que j'aurai l'occasion de développer un peu plus à ce sujet. Mais en tout cas, pour moi, c'est un moment très particulier, très fort, qui a beaucoup de sens de pouvoir participer à cette conversation aujourd'hui. Moi, c'est Jason Lilly, écrivain, mais aussi activiste politiquement par rapport à mon positionnement en tant qu'artiste. Et me servi notamment, comment dire, mon don de créativité et de réunir les gens pour qu'ils nous capables, pas seulement un message, capable briser un tabou et capable de la réalité comment était pour nous capables et un meilleur espace pour Maurice, comment dire. Et moi, départ l'histoire, on va dire, mais légitime comment tout le monde mauricien au fait. Et nous ne pas rendre compte, mais nous tenons légitime pour nous capables poser des questions, pour nous capables questionner des affaires, pour que nous capables s'accouiller un peu ça ban bronze qui ça pied qui comment dire qui ne reste fixé pendant toute ça ban année là depuis 190 ans et même plus que ça l'histoire derrière pour que nous capables justement faire la paix avancer comment dire puis voilà. Moi c'est Élodie Laurent-Volsé, moi une créole, moi une descendante de personnes mises en esclavage et peut-être aussi descendante d'esclavagistes, nous ne connaissons pas. Donc moi une historienne décoloniale depuis très peu. Mais moi, j'ai qui servi mon expérience en tant que créole pour travailler l'histoire de l'esclavage en Maurice, d'une façon que pendant longtemps, l'histoire est écrite par une élite, est écrite dans des affaires qui plus, comment dire, une cachette de l'humanité de l'esclavage. Moi, je travaille pour me capable présenter comme un humain, pour nous capable répondre à une question qui nous, en tant que descendants aujourd'hui, qui fait nous vivre dans une société comme ça, qui fait une chose qui affecte nous. Et voilà un peu mon expérience à moi. Je m'appelle Vincent Montocchio. Ma famille est arrivée à l'île Maurice à la fin du XVIIIe siècle. Étaient des planteurs et possédaient des esclavés. Et ça fait de très longues années que ce passé de mes ancêtres m'anime, me hante. Et j'ai eu l'occasion d'ouvrir certains échanges et certaines discussions
Et je suis très, très heureux d'être là avec vous tous, chacun d'entre vous, pour libérer cette parole, puisque c'est la seule façon d'avancer ensemble. Je m'appelle Bertrand Fauvette et je porte un nom d'esclave. C'est ma mère qui a découvert cette vérité. Elle avait fait des recherches généalogiques et j'avais une quinzaine d'années quand elle a annoncé à notre famille en fait, on descendait d'une esclave de l'île Maurice. Voilà. Et 35 ans plus tard, j'ai estimé qu'il était nécessaire de venir à l'île Maurice, d'essayer de marcher sur ses traces et de la retrouver. Voilà, j'ai créé un récit qui s'appelle « À la recherche d'Eugénie, esclave affranchie de l'île Maurice », qui est sorti très récemment. Avec nos invités, donc, nous allons engager très rapidement cette conversation. Mais d'abord, nous avons voulu faire un micro-trottoir, aller à la rencontre des jeunes, de quelques jeunes de l'île Maurice, et de leur poser la question et de voir ce qu'ils savent de l'esclavage et de ses répercussions aujourd'hui dans notre pays. Pas que non, ni au fait. C'est pas quelque chose qu'on parle tous les jours, que ça reste ancré dans la tête. C'est facile, quoi. Mais là, maintenant, je dois penser, l'esclavage, c'est quoi? Comment ça a été? Vous voyez, c'est pas comme si, ouais, c'est instantané, vous voyez. Nous regardons un jeune maintenant là qui était l'esclavage. Il peut-être pas pouvoir répondre nous, comme moi, il ne peut pas répondre parce qu'il ne peut pas connaître. Et que je pense que c'est une affaire très importante qui nous a éduqué les jeunes pour connaître comment Maurice était et comment il est venu, c'est grâce à l'esclavage. Un esclave, tu viens à Maurice, et tu es exploité par les Blancs, tout ça, au monde surtout. Et pour pouvoir s'échapper de ça que tu as fait, je l'école depuis au monde. Et aussi, actuellement, je pense que l'esclavage, entre guillemets, ça a été démoli, oui, certes, mais je pense que les gens sont toujours exploités. Dans quel sens? Genre, à Maurice, on manque de flexibilité par rapport au travail. Il faut comprendre que d'abord, on les a arrachés de leur environnement, de leur pays natal, arrachés de leur tribu, de leur famille, et qu'ensuite on les a emmenés ici pour travailler afin d'apporter un peu de développement à Maurice. Je pense que connaître notre histoire est très important et peut-être qu'en réfléchissant là-dessus, on pourra comme si se baser sur ça pour fonder notre avenir. Ce qui me connaît, c'est que le français, tu prends Maurice, en 10 tout ça. Tu as aussi, je peux faire beaucoup de trucs côté d'esclavage. Je peux prendre depuis différents pays comme l'Inde, les pays West-Indies, tout ça. Et aussi, tu as en anglais comme le rule. Tu peux, ok, si moi j'ai tu inclus peut-être un peu plus beaucoup sur dans les collèges, tout ça, on a fait sur l'étude de l'esclavage à Maurice parce que nous trouvons que culture Maurice comme quoi il est un peu perdu. Aujourd'hui, je pense que c'est le fait que beaucoup de monde pas reconnaître l'impact de l'esclavage dans le pays, le fait que beaucoup de monde m'entendent dire oui, travailleurs indiens qui viennent qui n'est pour développer le pays plus, mais je ne me rends pas compte qu'avant, indentured laborers, il y a des esclaves qui sont là depuis avant, qui font un assez gros travail dans le pays pour capable développer. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de rancune parce que c'est quelque chose qui est déjà passé depuis un certain moment. Mais ça a toujours gardé un certain impact chez quelques-uns. Par exemple, aujourd'hui, il y a toujours, si je peux dire, il y a les Blancs et la classe moyenne. Et c'est toujours comme ça. Ça a laissé des traces au niveau économique et social. Il y a un musée à Port-Louis, le musée de l'esclavage. J'ai emmené ma petite sœur là-bas. Je trouve qu'il y a en ce moment, cette génération qui vient, il y a très peu de gens qui sont intéressés à l'histoire, même l'histoire de notre pays même. Et puis, moi personnellement, j'ai aimé quand j'ai fait Histoire Géo en primaire, mais après ça, au collège, même à l'université, on n'a plus vraiment contact avec l'histoire de notre pays, etc. Et puis, je pense que les gens autour de nous-mêmes, même les parents, les grands-parents, ils ne nous montrent pas que c'est vraiment important. Parce que oui, on dit dans les médias, tout ça, dans les journaux, des fois, on fait des articles, on dit « ouais, c'est très important ». Mais
On le fait juste quand il y a vraiment des événements. Par exemple, le jour de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, par exemple. Ou par exemple, le jour de l'indépendance, ils vont dire, ouais, on va faire un rappel que l'histoire, c'est important, d'où on vient, c'est important, mais pas tout le temps. Du coup, je trouve ça un peu genre hypocrite, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous, les générations futures, c'est à nous du coup de réaliser que bah oui, c'est important de dire pendant les événements spéciaux, mais aussi tout au long comme si, pas juste un jour on dit ouais, il faut célébrer, mais après les autres jours, on fait des blagues comme si reliées aux souffrances qu'ils ont passées. Parce que je connais, même moi avec mes amis, des fois on dit des trucs reliés avec l'esclavage, etc. Mais comme si on le dit, mais c'est pas vraiment utile, je trouve. Alors, nous trouvons à travers ce micro-trottoir-là une jeunesse qui exprime et qui disait qu'ils ont pensé qui, de manière générale, nous peinons suffisamment d'éducation, que ce soit pour les jeunes et pour les adultes aussi, autour de la réalité de l'esclavage à Maurice. Bertrand Fauvette, vous avez écrit un livre qui sort ces jours-ci, qui va probablement contribuer à sa façon à l'éducation autour de cette question. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous êtes né, vous avez vécu en France, et puis un jour, vous avez une révélation, je dirais, vous faites une découverte marquante dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben voilà, en fait, c'était donc quand j'avais une quinzaine d'années, ma mère a découvert qu'on était descendants d'esclaves. Donc ça, c'est quand vous êtes français, vous avez une éducation bourgeoise, que vous faites des bonnes études qui m'ont mené à des responsabilités, un parcours tout à fait classique. En fait, l'information qu'on vous a donnée, vous la gardez dans un coin de votre tête. Quelque part, plus vous réussissez, plus vous vous installez dans la vie, plus en fait, il y a un moment où cette petite graine germe de plus en plus, prend de plus en plus d'espace, et vous dites, attendez, si moi j'ai une belle maison, un beau métier, je gagne bien ma vie, c'est que quelque part, là-haut, il y a quelqu'un qui a été un esclave, qui a souffert, qui a vécu tout ça et qui a surtout survécu. En fait, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Voilà. Et puis, un jour, donc, j'ai décidé de partir tout seul sur ses traces à l'île Maurice. Et, vous êtes venu à Maurice en 2022, c'est ça? 2022, voilà, c'est ça. Et je suis venu, en fait, j'avais rien. J'avais juste un plan de l'île Maurice. J'avais les documents généalogiques de ma mère. Et je n'avais jamais pris vraiment le temps de les fouiller à fond. Et puis j'avais pris les mémoires de mon grand-père, parce que mon grand-père, qui est le dernier des Mauriciens de notre famille, était un médecin. Il a fait des études de médecine en France. Il s'est marié avec une Française. Et puis, pour une raison que je ne me suis jamais expliquée, ma grand-mère, ils ont eu 11 enfants, ma grand-mère, un jour, m'a dit, voilà les mémoires de ton grand-père qui parlent de l'île Maurice, je te les donne. Moi, à l'époque, j'avais 25 ans, je n'ai aucune idée pourquoi elle me les avait donnés. Et c'est lui, donc, qui, dans ses mémoires, explique que son arrière-grand-mère, enfin sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère Eugénie, qui était esclave, donc lui, il ne parle absolument pas de l'esclavage, il ne sait pas qu'elle est esclave. Et il dit qu'elle était la concubine d'un homme, d'un planteur qui s'appelle Charles Montocchio, et que cette grande dame était une bien grande dame et qu'il regrette de ne pas l'avoir connue. Voilà. Et donc, moi, j'arrive ici, donc j'ai un peu ce mode d'emploi qui me fait visiter Port-Louis, là où ils habitaient, mon grand-père habitait. Et puis, et voilà. Et en fait, je découvre que ils habitaient dans un quartier qui est quand même le Ward 4, qui est quand même un quartier bourgeois créole, et qui est dans une parcelle qui est assez aisée. Enfin, je comprends assez rapidement qu'en fait, ils avaient une vie finalement qui m'étonne. Moi, j'imaginais les esclaves, descendants d'esclaves, c'était forcément difficile. Et en fait, je découvre que voilà. Et donc, je pousse un petit peu plus mes recherches et je découvre que mon arrière-grand-père, André, fils d'esclave, en fait, a reçu une éducation. C'est-à-dire que le planteur, quand il a fait un enfant à Eugénie, en fait, ne l'a pas rejeté. Et je ne sais pas si mon histoire est unique, mais a priori, il y a 99% des femmes qui ont été esclaves, qui ont été mises enceintes par des planteurs, ont été rejetées, envoyées ailleurs, vendues, oubliées. Et là, pas du tout. En fait, il l'a pris, elle était couturière, il l'a pris chez lui, et il a eu deuxième enfant, ils ont eu 7 enfants en tout. Et mon arrière-grand-père, je savais qu'il avait été technicien
dans les chemins de fer de l'île Maurice, et en fait, il était directeur de la maintenance de l'île Maurice. Et donc, c'est là où j'ai commencé à comprendre que Charles Montocchio avait tendu la main quelque part. Voilà. Et puis, l'histoire qui est assez étonnante, c'est que j'avais loué une voiture pour aller visiter l'île ensuite, et la voiture m'est livrée avec 4 heures de retard. Donc, pendant les 4 heures de retard, je me suis dit que j'allais visiter le musée de l'esclavage, qui était fermé. Et donc, j'explique qui je suis, un descendant d'esclaves, et que c'est important pour moi. Donc, on ouvre le musée de l'esclavage. Et puis, il y a une exposition qui est extraordinaire, et je tiens à dire à la curatrice que j'ai vraiment apprécié, que ce qui a été présenté est très important pour moi. Et donc, tout à fait par hasard, je rencontre Vijaya Tilok. Donc, vous savez qui elle est à l'île Maurice. Moi, à l'époque, je ne savais pas du tout. Et le docteur Stéphanie Tambili. Et là, elles me disent, mais vous savez, il y a une famille de descendants d'esclavagistes, de grands planteurs. Il y a un frère et une sœur qui sont venus visiter le musée, parce qu'ils sont touchés par toute cette histoire, et qui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire. Et j'ai demandé le nom, et ils ont refusé de me le donner. Et les 2 minutes qu'ils ont bien voulu m'accorder, en fait, s'est transformé en 2 heures. Et au bout de 2 heures, j'ai réussi à savoir qui c'était. Et qui c'était les Montocchio. Voilà. Donc vous découvrez que votre arrière-grand-mère Eugénie était une esclavée, qu'elle a eu 7 enfants avec Charles Montocchio, qu'ils ont vécu dans la maison de Charles Montocchio, et que manifestement, il les a dotés de biens divers. Et donc, des siècles plus tard, vous rencontrez un membre de la famille Montocchio, un descendant de la famille Montocchio, Vincent Montocchio. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous, quel est votre rapport à cette histoire, puisque vous êtes du côté, pas des descendants d'esclavés, mais des descendants d'esclavagistes? Durant toute notre vie, et je pense comme bon nombre de familles franco-mauriciennes, on a grandi dans un certain confort, et je pense qu'on a commencé la vie avec une longueur d'avance. On n'a pas choisi ça, on a eu c'était comme ça. Et bien qu'on savait que nos ancêtres étaient les colons, mais le récit familial était complètement escamoté ou pas raconté en fait, même pas mal raconté, juste pas raconté. Donc le tabou, il était présent. Ouais. Et c'était un tabou, même pas volontaire, c'était juste comme ça. Donc il y avait un silence assourdissant autour de cette question, et en grandissant, j'ai commencé ma carrière en France, j'ai fait mes études et j'ai travaillé, et en rentrant, en fait, toute cette histoire m'a vraiment... c'est comme si je redécouvrais mon pays avec un regard neuf. Et vous avez essayé de l'évoquer avec votre famille, avec votre entourage? Oui, en fait, on a toujours été, mon frère Thierry et ma sœur Isabelle, très touchés par cette histoire. Et donc, ça a vraiment grandi en moi, et jusqu'au moment où je me décide d'aller mieux la comprendre. Donc, j'ai été chercher quel était le nom de mon ancêtre direct en 1835, au moment de l'abolition de l'esclavage. Je me suis enquéri de savoir combien de personnes mises en esclavage il possédait, encore une fois, c'est un terme horrible. Et j'ai eu une prise de conscience très forte de me dire que je ne viens pas de nulle part, et que je porte en moi, comme toute l'île Maurice, un passé qui est là, mais dont on ne parle jamais. Et il faut qu'on puisse en parler librement, en pleine conscience. Et donc, toute cette question me bouleverse beaucoup. J'apprends à ce moment-là que les propriétaires d'esclaves, au moment de l'abolition de l'esclavage, ont été compensés, donc ils ont reçu de l'argent. J'en parle à mes amis franco-mauriciens et non franco-mauriciens, et je me rends compte qu'à chaque fois, personne n'est au courant de ça, des deux côtés. Et je prends conscience à quel point, en fait, notre histoire nous est cachée. Pas volontairement, mais c'est comme ça, on n'en parle pas. Et donc, je suis en pleine mouvance et réflexion à ce moment-là, quand je reçois un mail de Bertrand, monsieur qui s'appelle Bertrand Fauvette. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Et donc, je me rends compte, donc là, toute l'histoire prend pleinement, s'incarne, puisque là, je rencontre quelqu'un
qui est descendant d'une dame qui était esclave, dont la mère était aussi esclavée. Et donc, il y a cette rencontre qui se fait et la découverte qu'en fait, mes ancêtres avaient, dans toute leur horreur du moment, que je ne minimise pas, mais avaient eu une certaine forme d'humanité dans la façon dont ça s'est fait. Est-ce que c'est une façon de s'apaiser l'esprit? Ça reste quand même une exception, je pense. Non, pas vraiment, puisque je suis très lucide sur tout le reste. Donc il y a eu en effet une bienveillance et une main tendue, mais je ne pense pas que ça excuse tout le reste ou quoi. Mais quand même, la réalité de cette histoire précise, c'est que, en effet, il y a eu une passerelle entre ces deux mondes qui ont permis à ces enfants d'esclavés de démarrer la vie un peu comme moi, avec une longueur d'avance. Avec une longueur d'avance. Élodie, vous êtes descendante, vous, de cette histoire aussi de l'esclavage de l'autre côté, du côté des esclavés. Comment ça s'est passé, votre découverte de cette histoire, et ce que vous en avez fait par la suite? Donc moi, comme on finit le collège, je me décide pour à l'université. Et là, comme par hasard, je tombe dans l'histoire et la sociologie. Avant ça, je ne me suis pas intéressée à l'histoire. Pas avant l'université? Non, pas avant l'université. Je ne me suis pas intéressée. Je tiens une expérience de vie que je ne peux pas comprendre, qui fait que je passe par certaines choses, ou je peux certaines réflexions, ou qui fait que je peux sentir dans ma place, en sachant que je peux alcooliser les oreilles qui pipe. Que jamais je n'ai pas de sentiment dans ma place, en fait. Et comme on commence... En fait, comment ça s'est manifesté? Ça a manifesté par une réflexion, ou par exemple, comme tu dis, les Zenjun, moi, c'est les crépis. Ou quand j'en parle à ma prof, et il riait devant tout le monde. Mais moi, tout de suite, je n'ai pas associé ça avec moi en tant que créole, en tant que descendant de personnes mises en esclavage. Après, même comme on rentre dans le collège, où on m'empêche de parler le créole, moi, clairement, il faut parler le français ici. Le créole, c'est vu comme vulgaire. Je ne comprends pas pourquoi. Et même dans ma famille, en fait, il y a certains mots qui n'ont pas de droit servi. Je n'ai pas de droit de dire la case, si vous avez dit la maison. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc, quand j'arrive à l'université, que je commence à étudier l'histoire, que là, en fait, je commence à découvrir mes affaires, je commence à comprendre mes affaires. Moi, j'ai une question moi-même qui, au fur et à mesure que je peux étudier, je peux lire, je peux avoir une conversation avec Virginia Tilloch, qui était ma lecture à l'époque, que je commence à comprendre moi-même, en fait. Que je me sortis, qui fait aujourd'hui, je peux passer par une expérience comme ça, qui fait une institution qui est comme ça aujourd'hui, qui fait un adjoint qui a une réflexion raciste, comme vous avez dit franchement, qui fait me discriminer dans certains lieux, qui fait du monde jamais me crépier, qui fait du monde rier. Mais de là, en fait, mon expérience, me dit moi-même que si il n'y a aucun livre ou aucun historien, personne qui est capable de répondre à mes bonnes questions, je vais répondre à mes bonnes questions moi-même. Donc là, je aborde en fait la méthodologie que je étudié l'histoire de l'esclavage, mais d'une façon décoloniale. Que je directement aux sources, les sources qui sont écrites par les colons, par les esclavagistes, que je présente l'histoire des autres façons. Il y a un mot qui servit à l'encontre des femmes, par exemple, libertine, qu'elles avaient plusieurs partenaires, mais en fait, c'est qui arrange le colon pour qu'il lit les cases continuent un peu en paix avec ce qui est arrivé. C'est un puissant qui écrit l'histoire. Exactement. Mais quand nous lisons entre les lignes, par exemple, moi, je servi beaucoup d'archives de la police, que beaucoup esclavés, de venir de raconter qui n'arrivait, même s'ils n'écrivent pas l'autorité coloniale, c'est un mot de esclavage. Quand nous lisons entre les lignes, nous découvrons que ces histoires qui nous présentent nous là, en théorie, en pratique, n'est pas comme ça du tout. Il y a énormément de violence, il y a énormément de non-dits. Des affaires qui cavent à payer nous aujourd'hui, quand nous regardons, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, en fait, en tant que femme créole, je travaille surtout centré sur une femme et je découvre tellement qu'en fait,
difficile pour moi parfois me lier sur les affaires là. D'accord. Il est très violent. Il est très Ou- violent. ou découvert ça, ouais. Oui. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est tabou, nous pas cause li, et vu qu'il nous pas cause li, il y a un traumatisme qui continue à perdurer de famille en famille, déjà qui, bon, nous ne pas privilégiés du tout, d'une façon économique, nous vous dire. Après, dans la société en général, et finalement, nous avons un traumatisme, nous pas abordé un sujet, nous pas réussi guéri de ça. Donc, vous pensez qu'ils ont des décisions que nous pouvons gagner, il y a une affaire qui est très importante. Il y a une affaire qui beaucoup de descendants d'esclavés ou d'esclavagistes. Au début, on disait qu'ils sont capables d'être descendants d'esclavagistes. Au début, chez Naz, on disait qu'il y a beaucoup de descendants d'esclavistes qui ont été pour dire. Mais moi, pour parler franchement, mon plus ont été pour dire qu'ils sont descendants d'esclavagistes esclavés. Parce que comment apprendre en fait la violence, c'est quelque chose de difficile. Mais si aujourd'hui, à cette heure, nous sommes capables d'aborder ça sujet-là entre nous, nous sommes capables d'essayer de guérir, mais aussi apporter réparation. Vous pensez qu'il est pour un pas de l'avant pour nous tous, descendants d'esclavés ou d'esclavagistes, c'est la société en général, parce qu'il y a une histoire commune. Tout à fait, And shared history. Bien sûr. Ce qui vous peut dire aussi, Élodie, il met l'accent sur l'importance de la recherche historique qui est capitale. Nous connaissons qu'il y a Maurice, il y a effectivement un certain nombre d'historiens qui travaillent de plus en plus sur l'esclavage. Et il y a une historienne qui nous fait interroger, qui s'appelle Clara Boyer-Rossol, qui finit récemment faire une recherche en France par rapport à une collection, la collection Huette de Froberville, côté Nakikan, qui s'est fait un buste, qui moule un buste de un ex-esclavé à Maurice, mais qui aussi, parallèlement, finit d'écrire un carnet, côté d'un énormément de renseignements. Pour la première fois, en fait, c'est beaucoup de renseignements, l'identité, la vie et la situation de un esclavé à l'époque. Nous me pose la question à Clara Boyer-Rossol, qui accorde nous ça à l'entretien là. Je suis historienne de l'Afrique, chercheuse et curatrice, et je mène depuis maintenant 6 ans un projet à la fois scientifique et muséographique autour de la collection dite Froberville. Il s'agit d'une importante collection de bustes moulés sur nature et qui a été rassemblée en 1846 à l'île Maurice par l'ethnographe franco-mauricien Eugène Huette de Froberville. Il avait mené alors à l'époque une vaste étude ethnologique auprès d'anciens esclavisés africains à l'île Maurice. Mais toutes ces notes manuscrites ainsi que les bustes originaux étaient tombés peu à peu dans l'oubli, on en avait perdu la trace. Et c'est ainsi que je suis allée un peu en quête de remonter ces itinéraires et essayer de retrouver les fameux carnets de terrain de Jeanne de Froberville et éventuellement retrouver un jour sa collection de bustes, en tout cas la collection originale. Et tout a commencé par justement cette redécouverte des bustes originaux que j'ai pu localiser et accéder en octobre 2018 dans les réserves du musée du Château Royal de Blois en France. Blois parce que les Froberville étaient implantés à l'époque dans la région tout simplement. Et ces bustes étaient restés donc conservés dans les réserves du château. Et seulement quelques semaines plus tard, j'ai eu cette chance d'accéder aux archives privées Froberville, qui étaient conservées toujours par un descendant d'Eugène Huette de Froberville dans sa demeure en France. Et en me basant sur ces archives privées Froberville, j'ai pu progressivement, ça a mis quelques années, mais reconstituer l'histoire de cette collection et l'histoire des individus eux-mêmes, dont les visages ont été moulés et qui étaient pour la plupart des hommes qui avaient été déportés sous la captivité de l'Afrique orientale, donc plus précisément du Mozambique et de la Tanzanie actuelle, dans le cadre de la traite illégale des esclaves entre les années 1810 et 1830 jusqu'à l'île Maurice, où la plupart d'entre eux avaient été mis en esclavage. Et Eugène de Froberville les interroge 10 ans après l'abolition, donc ils sont affranchis à cette époque-là, mais il recueille auprès d'eux une infinité de savoirs sur leur origine. Et c'est ainsi que j'ai pu retracer leur nom,
leur origine, les localités où ils étaient nés en Afrique orientale et retracer leur trajectoire de vie et même reconstituer parfois de véritables portraits biographiques. Et c'est ainsi que j'ai pu relier des visages en plâtre à des noms et des voix. Et donc tout ce travail historique a été intégré à un plus vaste projet muséographique que l'on a mené, que l'on continue de mener, dans le cadre d'un partenariat entre le musée du Château Royal de Blois, où sont donc les originaux, et le musée de l'esclavage intercontinental à Port-Louis. Et évidemment, la perspective était de faire retourner cette collection à l'île Maurice. Alors, d'abord symboliquement, puis matériellement. Symboliquement, à travers une première exposition dématérialisée, c'est-à-dire en photographie et en vidéo, des bustes, que l'on a inauguré en 2023 à l'ISM et qui est toujours accessible au public mauricien. Euh, et ensuite, une seconde exposition, cette fois avec les bustes originaux, euh, pour laquelle d'ailleurs j'étais aussi commissaire scientifique et qui s'est tenue il y a quelques mois seulement, entre septembre et décembre 2024, au musée du Château Royal de Blois, et où nous avons exposé donc des bustes originaux associés à des récits de vie, et d'ailleurs pour certains desquels nous avons pu retracer des descendants et des descendants étaient présents aussi à cette exposition, notamment les familles Lily de l'île Maurice et de France. Et ça a été vraiment un privilège de mener ce projet en dialogue avec des descendants et de pouvoir recueillir leurs impressions, leurs avis aussi, leurs conseils, et vraiment de voir comment ils ont tissé une relation vraiment avec ces visages d'ancêtres qui ont une très grande force d'identification pour eux. Et à la fin donc de cette exposition à Blois, un premier transfert de 3 bustes originaux et notamment un ancêtre du Lily a été réalisé et avec succès. Et aujourd'hui, ces 3 bustes originaux sont mis en vitrine et exposés à l'ISM, à Port-Louis et visibles au public mauricien. Et nous travaillons toujours avec Blois et l'ISM à Port-Louis pour faire retourner l'ensemble de la collection, soit une cinquantaine de bustes d'ici l'année prochaine 2026. Et juste pour finir, je voudrais souligner qu'il était très important pour moi aussi de maintenir le lien entre la collection et ses archives et pas qu'elles soient séparées par ce retour. Et donc, ce que nous avons fait aussi, c'est un retour des archives privées Frobertville, symbolique d'abord à l'île Maurice, à travers une donation d'un lot d'archives numériques qui a été donc donné à l'ISM, qui est conservé aujourd'hui à l'ISM. Et l'ancien propriétaire de ces archives privées, Monsieur Emmanuel Huet de Frobertville, a eu ce geste vraiment à saluer, un geste vraiment généreux, parce qu'il a pris conscience de l'importance de ces archives et il en a fait don aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence en France, où aujourd'hui elles sont accessibles au public. Alors Clara Boyer-Rossol, dans cet entretien, met l'accent sur l'importance des archives privées à l'île Maurice, parce que clairement, il y a des archives publiques, mais il y a énormément de choses qui se trouvent dans des archives privées, qui sont détenues par des familles, d'où l'intérêt de plus en plus de faire appel à ces familles pour qu'elles viennent de l'avant, pour partager, pour rendre public ces archives, même si ce n'est pas facile. Elle parle d'ailleurs de Emmanuel Huet de Frobertville, qui finalement a accepté de rendre public ces archives, mais il disait à Aix-en-Provence récemment pour la conférence de presse qui a précédé le fait de rendre public et de donner ces archives au musée d'Aix-en-Provence. Il disait que ça n'avait pas été facile parce qu'il y a des choses dans ces archives qui sont très controversables et que ça avait été donc une décision qui n'était pas forcément facile à prendre, mais que cette famille avait prise au final parce qu'elle estimait que c'était une façon de contribuer à une meilleure connaissance de notre histoire et de l'histoire de notre région. Clara Boyer-Rossol parle de la famille Lily, parmi les personnes dont les bustes et les récits de vie figurent dans cette collection. Yes. Jason Lily, vous êtes un descendant d'esclavés, et c'est une histoire qui irrigue ou création et ou parole publique et votre... Exactement. Qui ont été en tant qu'Idjimoun, en fait, et qui ont envie de dire. Ouais. Donc, moi, déjà, je me dis, vous connaissez qui
j'ai 37 ans. Et à l'âge de 30 ans, j'ai un semblement dans moi que mon envie de connaître qui m'a été. Parce que tout le temps, c'est une affaire qui cachette. Qui tu étais ça, Kaya, tu peux Ouais, dire? exactement. Et DJ, il ne fallait pas qu'il t'oubliait, qu'il te mélangeait, tu comprends? Et dans nos pays, il y a beaucoup d'affaires qui empêchent nous d'accepter nous. Et ça va un secret qui est là. Pour moi, il y a des affaires différentes, comme je dis. Il y a une violence qui est institutionnalisée. Il y a déjà là, il y a en place. Il fait qui empêche les gens qui trouvent la vérité, gagnent accès à la vérité. Notamment quand nous avons aussi, quand nous avons nos filiations. Moi, je vais faire mes filiations. Donc, moi, je fais ça, l'état civil. Mais nous avons des gens qui peut raconter moi, ils font ça, et qui expliquent moi comment ils font. Donc, moi, là, c'était mon thème, 25 copies. Moi, l'état civil pour lui. Je suis fini un renseignement avec ma maman, avec ce défenseur, qui me donne moi beaucoup, fait moi connaître que je suis sorti, mais aussi fait mes filiations. Et je fais mes filiations, j'ai un qui est marié extraordinaire là-bas, qui accompagne moi pendant ça. L'état de Maurice Ferli. Et je suis un maré gros soc, parce que pour moi, quand je identifie, quand je trouve moi, un créole, un nord. Et l'état de faire mes filiations, j'ai un compte qui après 5 générations, puis là-haut, on appelle Sigoulam. Après, nous avons un nom Mangay. OK? D'ailleurs, pardon, Pauline, votre ancêtre, est décrite comme rougeâtre, c'est ça? Donc esclavée d'origine indienne. Dans les registres d'esclaves qui ont été mis en place à partir de 1810 pour interdire la traite. Ouais. Donc l'idée, c'était de faire la liste des esclaves sur chaque propriété pour vérifier d'année en année qu'il n'y avait pas d'esclaves qui avaient été importés à l'extérieur de Maurice. Et donc, il y avait le prénom, le nom, et c'est à ce moment-là qu'on a donné un nom. Et c'est à ce moment-là que ma famille a reçu son nom. Et alors, pour parler de moi, j'ai reçu un joli nom, puisque c'est Fauvette, quand tant d'autres ont reçu ce qu'on a appelé les noms de la honte, et qui sont, quand aujourd'hui vous louez une voiture et que le type en face vous fait signer qu'il s'appelle Pierre Grosse-Cuisse, vous savez d'où ça vient, et ça vous fait tellement mal. Hein. Enfin, voilà. Et donc, c'était dans ces registres d'esclaves qu'il y avait le prénom, le nom, la taille, l'activité, esclave de pioche, et puis la couleur. Voilà. Et c'était nègre, négresse, rouge, rougeâtre. Voilà. Et nous, on était rougeâtre. Donc, d'origine indienne, vous pensez? D'origine indienne, oui. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on dit rarement aussi à Maurice, esclavé d'origine indienne. Ouais, Donc, Donc, nous faisons un force forward, comment dire. Et les temps où fait ça, et les temps où plus en détail, en fait, nous faisons cross, nous faisons une recherche croisée. Et moi, j'ai la chance, comment dire, possible dans l'exercice que tu gagne faire un test ADN, justement, avec toi. Et les temps où gagne ça, nous gagne accès à une archive anglais. Donc, croise une recherche généalogique et une recherche génétique. Exactement, on croise ça, comment dire. Et là, je gagne une recherche, je gagne accès à l'archive anglais. Et aussi, il y a un moteur de recherche qui est accessible ici. Je servis ça, comment dire. Mon esprit fait mon travail dans un modèle là, comment dire. Un nom à peu près, il presque ça, après non après ça. Finalement, mon récit, comment dire, retrouve un man qui s'appelle Rock, une famille Rock. Et les temps dans Ancestry DNA, dans j'ai accès à l'archive britannique, je trouvais qui un moment justement qui porte même nom, même prénom. Et il y en a un qui possède lui, comment dire. Tu comprends? Et moi, j'ai un mari gros soc parce que nous avons raconté, il est capable, qui a grand-mère ou grand-mère, des affaires comme ça peut-être. Pour moi, il est prêt. Il n'a pas tout loin, mais il est mari prêt. Parce que mon grand-mère, mon sens que mon grand-mère paternelle encore là. Donc, il y a un soc qui dit mon là-dedans et qui, moi, je décide pour une présence plus faux, comment dire, des pommes écrits qui souvent m'ont dit mon censuré moi. D'ailleurs, mon censuré quand il y a l'inauguration musée de l'esclavage pour après que je pour dire que mon message pour après une politique qui à l'époque donc censuré dans quel sens en fait par rapport à qui vous un mot précis je suis à Avignon Lyon ben faire matcher ça juste pour vous dire à quel point comment dire comme parce que l'institution empêche nous et ce qui nous était libre pour nous exprimer nous et là ça donc là finalement je dis à Béguet ça m'a bien fait ça et là un jour je mets un post sur Instagram je mets ça post là et me cause les conditions noires dans Maurice. Et un Jimoun qui est un descendant de colon, il dit à moi, tu connais un Nubizin, quitte le passé que tu étais.
il dit nous besoin avancer à ce là. Et à savoir que ça, du monde en question, il y en a un du monde qui dans son entourage, qui aussi descendant d'esclaves, je pense, et de couliers aussi, et vous pensez qu'il permet, il est capable de dire à affaires là, parce qu'il nous permet, il a l'espace pour lui capable, il a ça l'arrogance, et que ça, te connais, il peut imposer toi là, sa domination là. Mais c'est moi qui connais camoufler ça. Mais ça fait qui important, il pas connaît qui me connaît, quand me sorti, me peut rodé qui me était, qui me capable puis alors pour gagner la force, me faire affaires là. De là, dans mon réflexion, c'est qu'ils ont dit me dit qui quand c'est du monde qui pensait, qui encore pensait qu'ils ont gain droit impose nous autres penser des ADN et ils viennent depuis moi aussi, moi pas impose me penser avant du monde moi. Donc moi laisser libre là, nous ca arrêter qui nous ca faire tu comprends? Moi mets l'ingrédient là, tu regardes pas nous faire un chop suey, c'est pas nous faire un bouillon au bread là. Au choix. On peut faire les deux aussi. Écoute. Mais qu'il y ait important qui considérer qu'il n'y a pas une affaire du passé. Voilà, il y a une affaire qui marque. Il y a une affaire qui est très actuelle et qui concerne nous. Voilà, il est tellement actuel qui par exemple, nous avons une affaire qui nous servent dans nous l'orgaz aujourd'hui, quand nous disons mono, c'est un mot qui, quand esclavagiste là, tu peux dire c'est mono pour moi, je possède lui. Je lis un livre récemment qui cause l'esclavage de Maurice, et du monde là, servi ça un historien, il dit que c'était un mot affectueux, qui toujours peut servir ça, mon noir. Non, comme je dis, aujourd'hui, dans Maurice, me soqué qui n'a pas pensée que tu pas gagné un bandit qui dit à intellectuel de l'époque là, écoute, tu es dans la mauvaise direction, tu peux dire à ban là, alors qu'il était un bandit qui primait mauricien qui primait, je dis ça livre là, un Marie-livre qui lui raconte l'histoire, comment bien etc. historiquement, ben il y a un bandit là donc qui te pas rendre compte qu'il l'impact qui est là et qui peut avoir un mot comme tu disais là, qui a un mot qui servi qui encore déroule normalement dans nos organes, qui fait que nous sentons nous amoindris. Par exemple, bandit comme moi, bien souvent, les gens ont besoin d'apprendre à fermer la bouche, de besoin connaître que tu know where you're standing like. Ferme-toi la bouche, justement. On vous passe à Angélique, parce que c'est une conversation qui, effectivement, qui me revient bien souvent. C'est le fait de l'envie, quand un certain nombre d'Imouna Maurice, d'échapper à l'histoire. Oui. Et c'est ça même, comme petit pétan, Jason causait avec Elodie aussi, tu allais là. Ça phrase là, tu peux tourner dans la tête encore et encore. En fait, et ça, c'est une conversation qui m'a déjà gagnée avec les autres franco-mauriciens qui, déjà, comme on me dit dans mes présentations, me redit encore, me connaît par les faits qui me van ancêtre esclavagiste. Me remonte jusqu'à premier largesse qui n'arrive dans Maurice et quand il meurt en 1798, un acte notarié dire qui, parmi ce ban bien, malheureusement, c'était les termes qui étaient utilisés, et un terme encore plus grave, c'était les biens meubles. Ça terme-là, il finit toujours choquer moi depuis mon petit, parce que je commence à faire une recherche assez jeune aussi. Quand il mort, il y a 117 personnes esclavées. Donc, premier ancêtre, après, tu as les autres générations, ils suivent en fait. Parmi les 117, il y avait 63 hommes, 28 femmes et 26 enfants. Et 2 qui déclarés en marronnage. Donc là, c'est les faits. Et bien sûr, quand on me cause avec les autres franco-mauriciens, en fait, nos premières tendances, c'est d'échapper à l'histoire. Parce que dans mon cas, en tout cas, il y a la honte, il y a le dégoût, il y a la colère. Mais malgré ça, l'émotion, nous besoin faire face, nous besoin mettre l'histoire en face, parce que nous pas qu'à faire l'autruche, casser nous la tête dans un trou et faire comment dire non, il n'y a pas existé, et comment ça dit moulin, dit toi, mettre ça pas de hier, c'est le passé, nous guette devant. Bien sûr, c'est des éléments du passé, mais le passé besoin est clair à nous pour qu'il nous capable de projeter nous dans l'avenir. Et ça dit mon qui me peut causer là, il y a un qui dit un camarade dit non, mais moi, ma famille, on n'était pas sur les propriétés sucrières, donc ils ne possédaient pas d'esclaves, ils étaient dans le commerce. Et là, je me dis, mais ok, c'est dans le commerce, ok, il y avait des bateaux qui apportaient des marchandises, mais qui s'en a typé docker, qui typé décharge les marchandises, c'était des personnes esclavées, qui s'en a typé construire la route pour qu'ils te marchandises te grandit monde qui passe dans un point arrive dans côté ce client.
c'était les personnes esclavées. Qui s'en a, tu peux construire la case, enfin la case, ça va grandir, moulin. Donc, on ne peut pas échapper à notre histoire. Et même si ça fait mal, même si c'est... Mais même tout le dégoût, l'inconfort qui nous pourrait sentir, rien à voir avec les traumas, en fait, que les personnes esclavées vivent. Donc, nous pas capables, comment dire, ramène la couverture à soi, dit ah ben c'est difficile d'être descendant d'esclavagistes. Bien sûr que c'est pas simple, mais ça n'a rien à voir avec ce que les personnes esclavées et leurs descendants ont vécu. Et tu peux dire aussi, Angélique, qu'on n'est pas forcément coupable de ce qu'ont fait nos ancêtres, mais... Alors, il y a la question des privilèges qui avait été abordée avec Élodie et qui me travaille aussi beaucoup dans ma réflexion. C'est bien sûr qu'on n'est pas coupable parce que déjà c'est reconnu comme un crime contre l'humanité. Donc c'était, même si à l'époque c'était intégré dans un système de loi, etc., et de croyances, mais ça reste un crime. On n'est pas coupable de ce crime, mais on est responsable de ce qu'on fait de nos privilèges. Moi, j'ai grandi dans une famille aisée. Et même si je ne possède pas de biens aujourd'hui, il y a tout un héritage immatériel, en fait, qui m'a permis déjà d'être en bonne santé, d'avoir des soins médicaux, de manger bien à ma faim tous les jours, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir aller étudier à l'étranger. Avec un cumul comme ça, de privilèges qui s'accumulent. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment, finalement, il y a une façon de rendre, de réparer, parce que ce terme-là aussi est tabou, on a peur quand on parle de réparation. Ah mon Dieu, non, mais c'est pas possible, c'est trop compliqué. Non, mais allons déjà aborder le sujet et de voir comment, en quelle forme ça peut prendre la ressource. Il y a la ressource financière, il y a la ressource matérielle, il y a de la ressource immatérielle en termes d'éducation, de travailler, en fait, dans un peu plus de justice sociale, finalement. Tout à fait. Ouais. Dans cette prise de conscience dont vous parlez et que vous exprimez avec beaucoup de force, il y a des choses aussi externes qui jouent, parce que c'est clair que dans nos sociétés, il y a tellement de barrières et de freins. Récemment, l'année dernière, il y a un film qui a été réalisé par Simon Moutaïrou, Nishan Limètre, qui est un film exceptionnel, qui est un des premiers films français déjà sur l'esclavage. Et la projection à Maurice, finalement, une prise de conscience chez un certain nombre de personnes, autant que de descendants d'esclavés, que de descendants d'esclavagistes. Et nous avons l'occasion, cause avec Simon Moutaïrou, ce qui a mené justement à son film et sa bonne répercussion. Je crois que ça vient d'une leçon que j'ai apprise en lisant Frantz Fanon, qui nous apprend que la colonisation a détruit l'estime de soi du colonisé, l'amour qu'il a lui-même, et que cet amour est souvent dans l'effacement de l'histoire. C'est dans l'effacement de l'histoire que le colonisé a été détruit, l'effacement de son histoire collective et l'effacement de sa grandeur. Et en fait, je voulais faire un film qui ne soit pas sur l'esclavage, mais qui soit sur le marronnage, qui soit sur un film de fierté retrouvée, de courage, de combat contre l'ordre colonial. Et je me disais que cette mythologie, elle manquait. On a beaucoup, à travers l'image de l'esclavage, l'image d'une soumission. Et en fait, on oublie de dire qu'à chaque fois qu'il y a eu esclavage, il y a eu marronnage. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui se sont échappés des plantations, qui ont résisté, qui ont brisé leur chaîne, symboliquement. Et voilà, c'est vraiment ça que je voulais raconter, ce courage-là, cette résilience-là. Et je voulais le faire avec un film qui parle du passé pour mieux nous ramener au présent, parce qu'évidemment, il y a des inégalités, il y a un racisme qui subsiste toujours. Donc voilà, l'idée de ce film, c'était d'ouvrir les placards et de montrer toute l'histoire. Si on est faible, on n'a pas envie de regarder toutes les parts de l'histoire, et notamment les parts sombres. Non, si on est fort, on assume et on montre à tout le monde l'entièreté de l'histoire, les pages glorieuses, mais aussi les pages sombres. J'ai cherché un peu partout dans le monde la bonne histoire. J'ai cherché en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, même en Louisiane à l'époque où elle était française.
Et c'est vraiment en 2009, quand j'étais en train de passer quelques jours au sud-ouest de l'île Maurice, et que j'ai découvert le Morne-Brabant. J'ai découvert par une dame créole l'histoire du Morne-Brabant. J'ai trouvé que cette histoire était extrêmement puissante. Le fait que l'UNESCO l'ait classée au patrimoine mondial après avoir trouvé des preuves que des marrons qui s'étaient échappés des plantations avaient vécu au sommet du Morne-Brabant. Et cette question mythologique du sceau, que moi je ne vois pas comme un sceau d'esclavés paniqués parce qu'on leur annonce la fin de l'esclavage. Je pense que tout historien sérieux pourra indiquer que ça, c'est une falsification de l'histoire qui a pour but de montrer que les esclaves sont un peu des poulets sans tête qui paniquent alors que l'homme blanc vient les sauver. Non, non, moi, cette histoire du sceau, comme beaucoup sur l'île, je la vois comme des hommes et des femmes qui ont préféré mourir libres plutôt que de vivre enchaînés au moment où ils étaient encerclés par l'armée, au moment où ils allaient être ramenés dans les plantations et châtiés pour leur fuite. Donc, quand j'ai entendu cette histoire à Maurice, j'étais extrêmement ému, extrêmement ému. Et je me suis dit qu'il fallait absolument faire un film avec cette histoire et que ce serait universel. Et au moment de tourner le film, j'ai dit à mes producteurs, qui sont très courageux, que je voulais le tourner à Maurice, parce que je pensais que si on tournait cette histoire sur les terres mêmes où elle a eu lieu il y a 4 siècles, sur ces terres, dans ces forêts, et je pense à toute cette zone qui va du Morne à Chamarel, à Casnoyal, à Rivière-Noire. Voilà, je me suis dit que si on tournait vraiment là, voilà, bah, y a quelque chose de l'ordre de l'histoire et des fantômes qui allait passer dans le film. Donc, c'était ça l'objectif. Ce qui est très fort, c'est que c'est très intimidant. Moi, je suis franco-béninois d'origine. Et c'est toujours très intimidant de faire une œuvre, là c'est un film, sur une terre qui n'est pas la nôtre directement. Du coup, je voulais vraiment m'entourer de Mauriciens, de Mauriciennes, des historiens, des anthropologues, des gens de cinéma qui m'ont aidé à faire ce film. Incroyable équipe mauricienne qui m'a énormément aidé. La communauté créole à travers Zanan, qui nous a accueillis fraternellement. Et évidemment, fraternellement, comme mes acteurs étaient Wolof, et qu'à Port-Louis, il y a encore ce quartier qui s'appelle Camp Yolof, c'est aussi une histoire qui n'est pas racontée. Donc, c'était très fort d'avoir cette fraternité entre des Mauriciens créoles d'aujourd'hui et mes acteurs Wolof, parce qu'il y a toute une histoire qui n'est pas racontée et que le film raconte. Ça a été bouleversant pour moi de voir le succès que le film a eu sur l'île. J'ai le sentiment que le film a créé du débat, a participé, dans sa modestie de film, à mettre l'île en face de son histoire. Et un des moments les plus émouvants pour moi dans la réception du film à Maurice, ça a été quand j'ai appris que des femmes, il me semble que c'était le 29 septembre 2024, des femmes créoles d'origine modeste, vivant dans ces villages, hein, Casnoyal, Rivière-Noire, Le Morne, etc., ont vu le film à travers le groupe de réflexion du pont de Terre-Marigné, ont vu le film et se sont dit, mais cette violence, elle existe toujours et on ne nous en a jamais parlé. Il y a cette image totalement fantasmée dans l'esclavage qui aurait été plus doux dans l'océan Indien qu'ailleurs. Vraiment, évidemment, ce n'est pas le cas. Et j'étais très ému par le fait que ces femmes ont été frappées par la violence de cette histoire, frappées par l'omerta sur cette histoire, et qu'elles se sont dit, non, il faut peut-être fêter le 1er février différemment. Plutôt que de nous emmener à la plage et de faire des discours et des repas, peut-être se dire, il y a des survivances économiques et identitaires et sociétales de cette histoire, notamment dans le rapport de la communauté créole à la nation mauricienne. Et peut-être que c'est l'heure, le 1er février, de plutôt parler de comment réparer. Et réparer, c'est des statuts sociaux, c'est des survivances, des inégalités qui ont survécu, qui expliquent une paupérisation, qui explique un racisme. Peut-être que c'est l'heure d'interroger ce passé pour mieux soigner le présent. Donc, je suis très, très heureux, en tout cas, de l'accueil qui a été fait par l'île Maurice au film. Et je suis très heureux parce que j'ai beaucoup de frères, de sœurs, d'amis là-bas et je leur dois beaucoup. Merci à Simon Moutaïrou pour cette intervention et pour ce film remarquable. Et une survivance
identitaire, une survivance économique, comme elle dit Ali. Et je pense que ce film, pour tout le monde qui a l'occasion de trouver dans Maurice, film suscite une prise de conscience. Et comment passe de la prise de conscience à la prise de responsabilité? Vincent, on trouve le film là, ou film bouleversé par le film là, et ou film décide pour aller vers une prise de responsabilité aussi, à travers un texte qui vous tient envie de partager avec nous. Et arrive un moment, comment dire, un fruit de vie de mire. On dirait pour l'amour là, une vie de mire. Il y a des affaires depuis longtemps qui m'ont envie de faire et qui m'ont pensé, et c'est un jour important qui m'a fait aller, qui m'a envie de faire aller depuis longtemps. Et à cause ça, c'est une chose importante, j'ai envie d'écrire ali pour, comment dire, pas rater de mots qui m'ont pas envie de dire d'une mauvaise manière. Donc je vais lier ce texte. Je porte en moi une histoire familiale marquée par l'esclavage. Pendant longtemps, j'ai gardé le silence, par gêne, par peur et par pudeur aussi. Mais aujourd'hui, le poids est devenu trop lourd à porter. Alors, au nom de ma famille, je souhaite aujourd'hui demander pardon. Pardon pour les actes de nos ancêtres, pardon pour leur participation à un système injuste, violent et inhumain. Pardon pour ce silence transmis génération après génération. Pardon pour cette part de l'histoire familiale marquée par l'oppression, la violence et l'exploitation. Je mesure l'ampleur des souffrances endurées et je ne veux ni oublier ni minimiser cette réalité. Reconnaître cette vérité, c'est un devoir de mémoire. Je sais que ces mots n'effacent rien, mais j'espère qu'ils ouvrent un chemin où la parole peut enfin se libérer. Merci Vincent pour ce partage, pour ce texte fort, pour cette mise en exposition et en parole, puisque c'est quand même, on le sait, s'exposer aujourd'hui à Maurice, autant de dire qu'on est descendant d'esclavés que de dire qu'on est descendant d'esclavagistes. Et demander pardon, c'est une parole forte aussi que chacun sera libre de recevoir, bien sûr, à sa façon ou pas. Et on ne peut qu'espérer que cette conversation d'aujourd'hui ouvre la porte à d'autres conversations, à d'autres dialogues, et ouvre la conversation aussi sur la question de la réparation, puisqu'il est aussi question de ça, et de savoir comment on va au-delà de certaines choses que le passé nous a imposées, et comment on construit ensemble la suite. Merci à toutes et à tous. Merci Toujimoun. Nous terminons en chanson avec Jason Lilly qui fait à nous le plaisir aujourd'hui. Raconte-nous l'héritage. Quand du monde tout même gardien, tout passé qui loin en toi. Voyager as tu étais,
T'as décidé pour finir comme ça, toi continents crier ce nom, race à racine à cause colon. Grâce à eux, Zodi nourrissent, Maurice. Mais dis ça, c'est nous la force, où nous voyage là haut l'horizon. Maltraite, banal, plié, tout, l'esclavagisme réunit nous. Mais dis ça, c'est nous la force pour nous voyage là haut l'horizon. Maltraite, banal, plié, tout, l'esclavagisme réunit. Zodi malaise peut effacer, personne pas pour appeler le grand Michel non. Colonisation prend sens inverse, propriétaire ville locataire. Tous nous maman, tout l'homme coulé, peine à personne pour écouter. Non, 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 non. Pas connaît qui peut arriver, tous nos histoires finies pliées. Mais dis ça, c'est nous la force, pour nous voyage là haut l'horizon. Maltraite, ban la plié, tout, l'esclavagisme réunit nous. Mais dis ça, c'est nous la force, pour nous voyage là haut l'horizon. Maltraite, ban la plié, tout, l'esclavagisme réunit nous. La la